capacité à nous nourrir est mise en danger, clairement mise en danger. Et maintenant, c'est à nous de décider si on va être les héros de nos enfants ou si on va dire « mais mon chéri, je t'aime, mais je continue à bousiller la planète ». Alors la résilience pour moi, c'est la capacité à traverser une crise. Alors il y a plusieurs définitions de résilience, hein. Il y a la résilience des métaux, il y a d'autres définitions, mais la mienne c'est comment on va traverser une crise, des crises à l'échelle de la société. J'ai eu un parcours dans la sécurité publique, j'ai été policier pendant 15 ans. J'ai opéré dans plusieurs services, et y compris le service de protection des personnalités qui m'a amené ensuite à passer les tests pour rentrer au groupe de sécurité du président de la République. Bon, pendant 9 ans, j'ai opéré là-bas, mais j'ai pas eu une prise de conscience avant les années Sarkozy, je dirais, où vraiment, quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Libye, chose qu'on n'avait pas eu avec Jacques Chirac, je me suis dit, il y a quand même un problème aujourd'hui sur ce qu'on nous raconte avec la télé. Il y a quelque chose qui jurait pour moi dans les versions qui nous étaient données. Et ça a été une sorte de prise de conscience, de comprendre qu'on faisait encore autant de guerre pour le pétrole. Et ça m'a inquiété parce que comme je faisais partie de la sécurité et que j'étais quand même assez inquiet de ce qu'il pouvait y avoir en termes de terrorisme, je m'étais dit, mais si on continue à autant consommer de pétrole, si on continue à autant faire de guerre pour le pétrole, on va arriver à un stade où il n'y aura plus que du terrorisme partout. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens nous veuillent du bien quand on va détruire leur pays. Nous accueillions à l'époque Kadhafi et sa tante dans les jardins de l'Élysée, et puis peu de temps après, Mediapart a révélé qu'il y avait quand même quelques anomalies dans ce qui nous était raconté. Il fallait détruire tout un peuple, des enfants qui allaient à l'école, des gens qui avaient une vie en Libye. Certes, c'était peut-être pas une démocratie, mais ils étaient vivants. Il n'y avait pas l'esclavage comme aujourd'hui. Et donc, quand on se fait détruire sa vie, je ne vois pas comment après on peut être si favorable aux Occidentaux. Et ça m'a inquiété. Et j'ai cherché à comprendre, donc à l'issue, je suis parti en 2011, je ne suis même pas resté jusqu'à la fin. Je suis parti et j'ai commencé à creuser. Donc les questions de dépendance à l'énergie, ça m'a amené aux lectures et à la rencontre avec Pablo Servigne, et puis bien d'autres personnes qui sont des analystes et qu'on qualifie de collapsologues, parce qu'il faut toujours qualifier les gens, mais qui sont juste des analystes de la réalité. Et ces gens-là, du coup, m'ont convaincu qu'il fallait faire autrement et mettre à profit mes compétences en sécurité pour transformer les fatalités. Alors les principaux risques que nous avons aujourd'hui sont d'ordre géopolitique. Il y a certes la géologie, c'est-à-dire la capacité à trouver des nouvelles ressources en hydrocarbures. On en trouve encore, mais pas à l'échelle de la demande mondiale. Je rappelle qu'à l'échelle d'un Français, on consomme 4,3 litres de pétrole par jour. À l'échelle mondiale, c'est 100 millions de barils par jour. Donc vous avez vite compris, enfin tout le monde a vite compris que même quand on trouve 1 milliard de barils, ça ne fait pas beaucoup de jours de consommation. Bon. Et au-delà de ça, le problème géopolitique intervient du fait que ces systèmes de défense et ces systèmes d'attaque. Et alimenter ces systèmes d'attaque, c'est donc avoir des hydrocarbures. Personne ne veut être soumis à l'autre dans ce monde, et les États fonctionnent de la même manière, et encore plus les grandes puissances, les États-Unis, la Chine et d'autres pays qui veulent absolument pouvoir disposer de ressources pour imposer leur vision du monde. Moi, à l'époque où j'étais avec Sarkozy à sa protection, j'entendais toujours parler du nouvel ordre mondial. Les Russes, les Chinois, c'est plus l'Eurasie qu'ils veulent imposer comme ordre du monde. Mais quoi qu'il en soit, pour faire ça, il faut disposer de ressources. Donc, on est dans un univers fini, aux ressources finies. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne trouve pas autant de pétrole qu'il en faudrait.
Et pour autant, il y a des puissances, voire des superpuissances, qui veulent continuer à alimenter leur système d'attaque ou de défense. Donc forcément, ça crée des contractions. Les gens se disputent les dernières ressources. Et c'est ça, notre capacité, nous, à l'échelle individuelle, à nous nourrir, est mise en danger, clairement mise en danger. Pourquoi? Puisque avec un mauvais prix du pétrole, nous nous retrouvons avec une équation où il y a des business models, notamment ceux des transporteurs routiers, c'est-à-dire que un transporteur routier peut par exemple faire rouler ses camions avec un prix du pétrole, je dis une connerie, mais à 1,50 €, si ça passe à 3 € parce qu'il y a un conflit mondial, les camions ne circulent plus. Et que se passe-t-il si les camions ne circulent plus? À notre échelle individuelle, nous n'avons plus rien de livré dans les supermarchés. Et si nous n'avons rien dans les supermarchés, on se pose la question de ce qu'on va manger. Et si on se pose la question de ce qu'on va manger à l'instant T, parce qu'on voit des rayons vides, on regarde autour de nous et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de résilience alimentaire. Alors c'est vrai que ça peut paraître lointain de parler de géopolitique, de conflits entre les superpuissances, mais ça nous concerne directement dans notre capacité, nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, à disposer de ce qui nous fait vivre. Et donc là, l'urgence pour moi absolue, c'est de constituer au plan stratégique, alimentaire, et ça doit passer par la résilience alimentaire, donc il serait des terrains pour qu'ils cultivent directement, ou carrément impliquer les agriculteurs dans la réflexion de ce que doit être la nourriture stratégique pour que la France reste une puissance dans le concert des nations. Et c'est toute cette réflexion qu'a entrepris SOS Mer, avec plein d'acteurs qui nous ont rejoints, qui restent, parce que SOS Mer Précision, c'est une association de fait, c'est même pas une association 1901, et c'est une volonté stratégique de ma part, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de statut, comme dit un ami, les statuts statufient, on ne bouge plus, c'est plein de passe-passe administratives à remplir, et puis il y a des histoires d'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est partager une idée qu'on doit se réformer, une idée qu'on doit faire le deuil d'un certain mode de vie et commencer à penser une autre façon d'être, une autre façon de concevoir la politique, une politique pérenne avec les écosystèmes. Et il faut absolument que nous protégions les nôtres des pénuries, mais aussi que nous commencions à réparer la nature qu'on va leur laisser. Et donc en partant des constats géopolitiques, des constats larges, et les réduire à l'échelle individuelle, on arrive à comprendre quel peut être notre impact en tant que citoyen, consommateur sur la société, et qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour changer, pas seulement notre échelle, mais l'échelle globale. Avec André Jacolbec, on a écrit ce livre pour alerter, c'est un livre d'alerte, et pour combattre une certaine forme de déni, de certains de nos élus qui pour certains sont trop négligents, d'autres qui sont plus que négligents, pour ne pas dire corrompus, et puis il y a tous ces merveilleux élus qu'on veut mettre en avant. Et ces élus merveilleux, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est tous ceux qui ont le courage d'aller à contre-courant du système, du business as usual, du tout va continuer comme avant. Et donc, on a écrit Face à l'effondrement si j'étais maire, parce que l'alerte est réelle. Lui, c'est un économiste, il nous alerte sur le fait qu'on va certainement avoir une crise financière, certainement, très prochainement. Moi, j'alerte sur le fait qu'aujourd'hui, la sociologie de la France n'est pas compatible avec cet effondrement, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore écrit une histoire commune, pas dans le sens où tout le monde devrait être communisé, non, mais faire système ensemble, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de franges de population qui fonctionnent encore en communauté sans vraiment se connaître, alors que les défis sont communs, c'est-à-dire la crise climatique, les crises du pétrole que je viens de dépeindre, ou autres crises feraient qu'à un moment, il faudrait faire système, mais si on ne se connaît pas assez, si on ne s'est pas assez concerté entre communautés qui constituent la France, on risque très fort de rentrer dans des conflits majeurs. Donc, c'est tout ce que nous voulons éviter, et c'est ce qu'on a compilé dans un ouvrage qui, ni plus ni moins, pour ceux qui nous accuseraient de vouloir faire de l'argent, que ce qu'on trouve gratuitement sur notre site, mais le livre est résilient, on peut encore l'ouvrir quand il y a une panne d'électricité. Il faut absolument se conscientiser sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement vulnérables, y compris pour les
communications, les télécommunications. L'Île-de-France regorge maintenant de serveurs qui bouffent tellement d'électricité qu'on ne sait pas si ça va continuer. Et comme tout est numérisé aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas continuer? La transmission d'informations. Les administrations, aujourd'hui, on ne fait plus rien sans Internet, quasiment. Bon, bah, si les serveurs plantent à cause d'un défaut d'alimentation, que va-t-il nous rester en termes d'organisation au niveau des administrations? Il y a des vraies questions comme ça. Donc, notre livre d'alerte sert à positionner les élus sur une question de réforme et leur redonner un pouvoir qu'ils pensent perdre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bien des gens sont aujourd'hui dans une posture, les bras ballants, mais qu'est-ce que je peux faire tout seul? Et puis c'est l'État qui décide. Non, non, clairement non. L'État, ce n'est rien d'autre que notre capacité à décider ou de laisser faire des gens qui s'emparent de l'appareil d'État. Et il est hors de question que les esprits les plus vils s'emparent des manettes de l'État. L'État, c'est nous, c'est le citoyen. C'est le citoyen quand il est conscient des enjeux. Quand il dit « ouais, mais je ne peux rien faire tout seul », bien sûr qu'il ne va être que l'esclave de gens qui prendront l'appareil d'État. S'il décide « non, je suis celui qui, au regard de l'article 3 de la Constitution, décide et les représentants du peuple me représentent », là on est dans une vraie démocratie. La démocratie, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est des citoyens qui décident. Donc, ce que nous voulons faire face à l'effondrement si j'étais maire, c'est réactiver le processus démocratique de citoyens qui sont conscients des enjeux, qui décident, qui imposent à leurs maires aussi que la loi soit respectée quant à leur protection, chose qui aujourd'hui n'est pas le cas. On a beaucoup de plans communaux de sauvegarde qui sont inopérationnels, c'est-à-dire que c'est de la foutaise qui est prévue. Réquisitionner des supérettes qui, en cas de crise majeure grave mondiale, pourraient être vides, c'est vraiment manquer de respect. C'est vraiment être négligent par rapport à la sécurité des administrés électeurs de ce maire. Donc nous, on attaque ce déni-là, mais on soutient aussi. On soutient les élus qui n'ont peut-être pas fait attention que c'était inopérationnel. On veut les aider. Mais par contre, on ne lâchera rien parce qu'il s'agit de notre sécurité à nous, y compris la mienne, celle des miens. Il est hors de question que je laisse le déni gagner. Alors, aujourd'hui, SOS Maire fait ce travail de lobbying citoyen, d'amener les gens à respecter la loi, à considérer la loi à l'échelle communale. Et notamment, le point d'entrée, c'est la consultation du DICRIM. Le DICRIM, donc le document d'information communal sur les risques majeurs, qui est une émanation du plan communal de sauvegarde qui lui-même doit considérer les risques majeurs, géologiques, mais aussi technologiques, et au regard de ces crises, doit mettre en place des protections pour les administrés. Premier point. Le DICRIM, lui, est consultable par les administrés, chose qui n'est pas toujours vraie pour le plan communal de sauvegarde, simplement parce que dans le plan communal de sauvegarde, il peut y avoir des informations confidentielles. Mais comme les téléphones personnels de personnes stratégiques. Et le DICRIM, par contre, référence toutes les mesures, et les citoyens, les administrés des communes, doivent le connaître. Ils sont hors la loi quand ils ne le connaissent pas. Et ils sont hors la loi parce qu'il faut qu'ils sachent exactement ce qui est prévu pour leur protection, et même au regard de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, ils doivent en être informés et voire peut-être être force de proposition. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de favoriser des intérêts économiques au détriment des citoyens et de l'intérêt général. On ne peut pas élire des gens qui aujourd'hui sont incapables d'assurer la sécurité des administrés. Et les croire, ça serait une idiotie de les croire s'ils vous disent « mais votez pour moi, on verra ça demain ». S'ils ne sont pas capables aujourd'hui de prévoir qu'en cas de crise majeure, alors qu'il y a des alertes de partout, de l'ONU et de plein de spécialistes, ils ne sont pas capables de prévoir qu'avec une crise sur le pétrole, les magasins seraient vides et que dans le plan communal de sauvegarde, ça ne sert à rien de réquisitionner des supérettes vides pour nourrir des sinistrés, ça veut dire qu'ils ne sont pas compétents. Et on a besoin de compétences. On a besoin de compétences pour relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Régénérer cette planète, ça demande des compétences. Ça ne demande pas des gens qui pensent au business as usual. Donc le plan communal de sauvegarde, les DICRIM,
l'engagement citoyen qui vise aujourd'hui à aller les vérifier, à aller s'inquiéter de sa sécurité et faire force de loi, il y a une prise de conscience, c'est une première marque. Il faut transformer l'essai, et c'est collectif, il faut y aller à fond, et ne pas laisser le choix aux élus de faire ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils avaient déjà à faire. Il ne faut pas les croire quand ils vous promettent des choses qui ne sont pas capables de tenir aujourd'hui. Promettre demain de protéger les populations alors que l'obligation est aujourd'hui, il faut être intraitable avec ça. Bien des gens sont aujourd'hui dans une posture, les bras ballants, mais qu'est-ce que je peux faire tout seul? Et puis c'est l'État qui décide. Non. Puis il y a l'émergence d'une conscience citoyenne qui peut surprendre. Et maintenant, à vous de jouer!